Alors, Président Banakani, je commence par vous. Que se passe-t-il du côté de la Côte d'Ivoire, Président, alors qu'on pensait que le problème était résolu, surtout que les primes, on sait que la raison qui avait été évoquée par les mutins était donc financière. Les primes ont commencé à être versées, c'était lundi. Mais qu'est-ce qui se passe donc aujourd'hui? Comment expliquer non seulement les événements d'hier, mais aussi les événements de ce matin? D'abord, je voudrais commencer par d'abord, je voudrais permettre une Oui. discussion. Je voudrais apporter tout mon soutien au président Yaya Jammeh en Gambie. Je dis bien tout mon soutien. Et je voudrais dire que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est lié aussi à la Gambie. Tous les pays qui vont aller embêter Yaya Jammeh vont être déstabilisés. C'est vrai pour la Côte d'Ivoire. C'était le chef, il était en première ligne, mandaté par la France, évidemment, et les États-Unis pour aller faire cette affaire-là. Il y a le Nigeria qui a commencé à s'agiter. Le président Buhari n'arrive pas à mettre l'ordre chez lui. Il va aller mettre l'ordre en Gambie. Aujourd'hui, l'armée nigérienne a fait une frappe, une fausse frappe qui a débouché sur 52 morts. Nous déplorons les morts. Mais il faut que le président nigérien sache que s'il s'aventure en Gambie, les répercussions seront immédiates pour son pays. Ce n'est pas le jeu. On est dans une période en Afrique où il ne faut plus s'amuser n'importe comment. Ouais. Les forces les plus inconnues de l'histoire, je préfère parler comme ça, pour ne pas dire la puissance divine est à l'œuvre en Afrique, et les gens doivent savoir que la justice divine est à l'œuvre, et faire attention. Pour revenir à votre question, Manuela, comment M. Ouattara arrive au pouvoir? Ça commence comment? C'est une mutinerie de l'armée. La question des primes, Oui. à l'époque autour du commandant Yibé qui est décédé, qui était à l'époque l'un des meneurs de cette affaire-là, c'est à partir d'une affaire, d'une mutinerie liée aux primes que M. Ouattara fait son coup d'État, crée la rébellion et commence son processus de putsch qui va déboucher si son arrivée au pouvoir. Je convoque ça de façon symbolique, Oui. pour qu'on comprenne. De quoi s'agit-il, Manuela? Pour comprendre la situation de l'armée ivoirienne, ce qu'on appelle l'armée ivoirienne, il faut voir sa structure, entre guillemets, post-conflit électoral, post-crise électorale. C'est quelle armée? On a ramassé n'importe qui. En fait, c'était une bande armée. C'est-à-dire un ramassis d'aventuriers qu'on a recrutés. On en a fait des rebelles sans aucune formation militaire professionnelle. Oui. C'est-à-dire la formation militaire, l'éducation à la discipline, à l'éthique et à la rigueur militaire, on en a fait des militaires. Quand ils prennent le pouvoir, je laisse de côté les milices et les supplétifs associés, qui sont en réalité des bandes armées du RDR, qu'on a greffés dans cette bande-là. Et les dozos, les fameux chasseurs traditionnels. Quand M. Ouattara gagne la guerre, entre guillemets, c'est pas lui qui gagne, quand les Français l'installent au pouvoir, parce que c'est les Français qui sont allés chasser Gbagbo du pouvoir, et il y a ce qu'on appelle le reste de l'armée royale à Gbagbo, qui est là, Oui. si on me laisse de côté ceux qui sont là en exil. Donc, l'armée ivoirienne, c'est quoi donc? C'est une juxtaposition de factions. Vous avez une faction, la faction historique, c'est-à-dire l'armée ivoirienne, qui est l'armée royale ivoirienne, Oui. jusqu'à de Fouet-Boigny à Gbagbo. C'est qu'on appelle républicaine. Oui, parlons comme ça. Ça Oui. dit que l'armée royale, Oui. parce que le nom a changé là entre-temps. Oui. Bon, c'était les forces de défense, je crois, de sécurité au temps de Gbagbo. Le FDS, c'est ça. Voilà. Donc, le FDS, l'armée historique ivoirienne, n'est-ce pas? Et ce que j'appelle les bandes armées qu'on a habillées en tenue militaire, on en a fait des autres. Des uns sont généraux, ils ont des hauts gradés, avec aucune formation, aucune éthique militaire, les dozos qu'on a habillés en tenue militaire et les supplétifs associés. Donc, ces gens-là cohabitent depuis très longtemps. À côté de ça, cette juxtaposition, vous avez une prolifération de sociétés privées de sécurité en Côte d'Ivoire. Comme dans un autre, comme il n'y en a pas dans un autre pays africain. Il y a une prolifération de sociétés privées en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et vous mettez le fait que la sécurité même de M. Ouattara est assurée par la France, les Israéliens, une partie des Israéliens, les sociétés privées israéliennes. Ça fait donc que vous avez une situation où il y a, c'est-à-dire, vous avez
plusieurs armées. Vous avez un président dont la sécurité n'a aucune articulation avec les forces de sécurité du pays. Et vous avez cette question de primes qui depuis très longtemps, où ceux qui l'ont mené au pouvoir, ceux qui l'ont apporté au pouvoir, réclament une prime spéciale. C'était leur pacte entre eux et une maison. Or, ces revendications n'ont pas été satisfaites depuis que M. Ouattara est arrivé au pouvoir. Comme par hasard, donc, voilà le prétexte derrière lequel, donc, une partie de l'armée, ceux qui sont devenus les rebelles qu'on a habillés en militaire, et qui sont à Bouaké, à Kologo et partout, qui sont restés au nord, qu'on n'a pas désarmés, heureusement, décident donc de se mutiner la dernière fois. Mais ça ne trompe personne. Pourquoi ces gens se mutinent? C'est de cela qu'il s'agit. Pourquoi ils se mutinent? On connaît les revendications traditionnelles, les primes, mais ça ne trompe personne. Ça ne trompe personne. Cette juxtaposition des factions militaires, des factions en armes, qui tient lieu d'armée en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le fait du hasard, il faut le dire pour que vous compreniez. C'est le projet même qu'on voulait en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'un régime comme ce régime-là n'a pas besoin d'une armée. Il a besoin d'une juxtaposition de factions, parce qu'un pays qui a une armée peut un jour s'émanciper. Parce que l'armée est le premier socle organique de l'État. Donc, pour que l'État ivoirien soit l'État fantôme qu'on veut qu'il soit, c'est-à-dire un État qui est au service de l'étranger, il ne fallait pas qu'il y ait une armée. Donc, ça a été fait à dessein, cette juxtaposition de factions, seulement. Il y avait une archive dans le talon de cet arrangement-là. Cet arrangement militaro-néocolonial. C'est quoi le tendon d'Achille? C'est que les différents protagonistes qui ont structuré l'arrivée de M. Ouattara au pouvoir aujourd'hui se sentent très menacés par deux choses. La bande armée, là, les bandes armées qu'on a habillées en militaire, savent très bien que dans l'armée ivoirienne, dans les conditions actuelles, ils n'ont pas d'avenir. Ils savent ça très bien. Ils savent qu'à tout moment, la situation est précaire. Parce qu'ils sont bien conscients de la fragilité et de la précarité de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Ils sont très bien conscients qu'après Ouattara, l'avenir n'est pas assuré. Ils sont bien conscients de ça. Deuxième élément politique qui entre en scène, c'est que le sort de M. Guillaume Soro, qui est très lié à ces bandes armées. Parce que M. Ouattara était à Paris à l'étranger, c'est Guillaume Soro. Il est sur le terrain qui coordonnait ces gens-là. Et il a pu, à la faveur de diverses manœuvres, tisser des liens très serrés avec ces gens. Or, l'avenir politique et individuel de M. Soro n'est pas garanti par la manière dont M. Ouattara a décidé de reconfigurer la mature institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Autrement dit, il s'agit de savoir, après Ouattara, qui prend le pouvoir. Et cette question-là touche à la sécurité individuelle de tous ces bandes-là, tous ces bandes armées, qui ne sont militaires que de nom. Donc, c'est une situation, c'est une bombe à retardement. Donc, personne n'est surpris aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, cette bombe-là explose aujourd'hui. Personne n'est surpris, sauf ceux qui refusaient de voir la réalité ou faisaient semblant de ne pas voir. Maintenant, jusqu'à où ça va aller, peut-être tout à l'heure au cœur du débat, on va aller plus en profondeur.